Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue sur H Télévision, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité politique nationale et internationale. Ce soir, sur la table du débat, la question de la liberté d'expression depuis l'annonce du décès en détention du journaliste camerounais ressortissant de la région anglophone, Samuel Ouazizi, une sortie qui n'a pas manqué d'alimenter de nombreux débats au sein de l'opinion publique. Les organisations non gouvernementales ont dénoncé les conditions dans lesquelles ce dernier serait décédé et exigent une enquête de la part des pouvoirs publics. Enquête également sollicitée par le président de la République si l'on s'en tient aux propos de l'ambassadeur français au Cameroun, Christophe Guilou, alors qu'il était reçu le vendredi 5 juin dernier au palais de l'Unité. L'ambassadeur français a annoncé que Paul Biya entendait ouvrir une enquête sur le décès du journaliste Samuel Ouazizi. Dans la même lancée, l'armée camerounaise est montée au créneau pour dénoncer une instrumentalisation de la presse dans une affaire qui ne devrait pas être. Selon le communiqué de l'armée, eh bien Samuel Ouazizi serait décédé de suite d'une sepsie sévère. Il avait été interpellé pour soupçon de complicité avec les groupes séparatistes qui sévissent dans les régions anglophones du Cameroun. Ce soir, on fait le point sur cette affaire et c'est avec nos panélistes. En deuxième partie d'émission, on reviendra sur la question de l'alternance au sommet de l'État qui fait les choux gras de la presse depuis la sortie du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, qui dit vouloir dénoncer une succession de gré à gré qui se fomenterait au sommet de l'État. Quels sont les scénarios possibles pour l'alternance au Cameroun? Nos panélistes, nos invités se pencheront également sur cette question ce soir. Et je ne vais pas tarder, je m'en vais par ailleurs vous les présenter, trier par ailleurs sur le volet. Je commence par ma gauche. Jean-Baptiste Atemengue, bonsoir et merci de nous faire l'honneur de votre présence sur cette plateforme d'échange. Bonsoir, merci de m'avoir invité. C'est avec un plaisir que j'ai ce studio. Ça fait quand même beaucoup de temps, oui. Je rappelle que vous êtes communicant pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et maire de Ngoumoun, désormais. Désormais, on vous appelle monsieur le maire. Alors, question de mise en bouche. La session parlementaire s'ouvre dans quelques heures seulement. Session parlementaire pour le compte du mois de juin. Je pose la question surtout aux citoyens que vous êtes. On connaît les attentes, les enjeux. Aujourd'hui, au cours de cette session, il y a la pandémie du coronavirus et cette ordonnance portant rectification de la loi des finances qui a été signée par le président de la République, Paul Biya. Mais au-delà de ça, il y a le contexte sanitaire. Vous, en tant que citoyen, qu'est-ce que vous attendez des parlementaires au terme de cette session du mois de juin ? J'attends déjà que le seul point prévisible qui sera inscrit à l'ordre du jour, c'est-à-dire justement la ratification par le Parlement de cette ordonnance, que cela permette à l'État de recentrer, de légaliser les dépenses dans sa lutte contre la pandémie. Oui. Et ensuite, je ne peux pas imaginer, en tout cas deviner, les autres points éventuels qui seront à l'ordre du jour, mais je crois que les institutions doivent fonctionner, surtout dans ce contexte de crise, et le Parlement qui représente le peuple, le pouvoir législatif qui est le peuple, doit être aux côtés de ce peuple et doit accompagner le gouvernement pour que cette bataille contre la crise sanitaire réussisse. Merci. J'accueille le deuxième invité sur ce plateau, Angelo Toueli, militant du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Angelo Toueli, bonsoir. Merci d'être là une fois de plus. Permettez-moi de lever mon masque. Vous savez, nous sommes en pleine période de bien pandémie. Sûr, bien sûr. Il faut toujours avoir le réflexe du masque. Cédric, bonsoir. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs que je retrouve avec plaisir. Oui. Alors, nous entamons, restons dans le cadre de cette crise sanitaire, la deuxième semaine de la reprise des classes, deuxième semaine sans incident majeur jusqu'à ce jour. Mais il faudra quand même rappeler que le nombre d'infections ne cesse de grimper
donc à ce jour, le Cameroun a franchi la barre des 8000 cas positifs. Plus de 200 décès également ont déjà été enregistrés. Dans ce contexte, les classes ont repris. Est-ce que ça vous rassure après la première semaine et cette deuxième semaine qui s'engage cela fait déjà 2 jours? C'est vrai que telles que les choses ont été organisées au niveau éducatif, en privilégiant les classes d'examen, oui, c'est une bonne idée. Ça permet justement que dans les effectifs pléthoriques de 120 oui, que nous avons vu dans les salles de classe, qu'on essaie d'organiser les enfants en 40 par salle de classe pour qu'ils puissent continuer leur cours. Évidemment, c'est l'occasion, dans ces lieux, de renforcer le message dans la maîtrise des gestes barrières. Mais maintenant, par rapport au cas de pandémie, de nouveaux cas qui augmentent tous les jours, nous sommes à plus de 8000, vous l'avez dit. Maintenant, par rapport aux cas qui sont de plus en plus qui sont toujours croissants de contamination au Cameroun, il faut dire qu'il y a eu des mesures qui ont été prises, pas sur le plan éducatif, mais sur le plan d'ouverture des bars et autres lieux Alors, le constat qu'on fait de ce côté, c'est que beaucoup de mesures barrières, le port du masque notamment, lavage de mains ne sont pas respectés dans ces lieux. La boisson qu'on vous dépose sur la table, qui l'a touchée? Est-ce qu'on l'a désinfectée au préalable? Mais ce qui est pire, c'est que les mauvaises habitudes d'antan ont reprise. On avait un problème déjà au Cameroun, celui des heures de fermeture de ces débits de boissons. La licence d'exploitation prévoit minuit. Mais les bars et snacks vont jusqu'au petit matin. On aurait pu penser, vous savez, quand quelqu'un a bu suffisamment d'alcool, il n'a plus toute la conscience pour lui permettre de respecter un certain nombre de mesures, même pour le bien du Est-ce que c'est ça qui est la cause de la croissance, de la forte poussée des cas d'infection que l'on recense aujourd'hui? Est-ce que c'est cette mesure gouvernementale d'assouplissement qui a causé... Entre autres. Parce que quand certaines mesures sont prises, il faut un accompagnement. Vous savez, quand j'ai un État, les citoyens peuvent être pris, entre guillemets, comme des enfants qu'il faut toujours encadrer. Vous savez, quand les mesures sont prises, il faut créer que l'accompagnement nécessaire en termes de force de l'ordre, en termes de... Moi, je veux dire une seule chose. Allez-y, vous terminez par là. La partie qui concerne l'ouverture des débits de boissons, on aurait pu encore encadrer cela, limiter même à 22 heures, pourquoi pas. Mais là, on passe jusqu'à 6 heures, tout le temps, dans ces lieux, c'est assez difficile. Voilà. Et puis, c'est évidemment la cause. Merci, merci. On accueille le troisième panéliste sur ce plateau, Emmanuel Ekouli, directeur de la publication du journal La Voix du Centre, invité ce soir en tant que représentant de Reporters sans frontières au Cameroun. Je rappelle que vous êtes également le représentant résident en Afrique centrale de l'ONG Reporters sans frontières. Bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir Cédric et je salue tous les autres panélistes. Bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous écoutent encore. Avec vous, on parle de ce grabuge autour de l'organisation des obsèques du patriarche Fotso Victor, où les veuves s'entre-déchirent, c'est des querelles intestines observées également au niveau de sa descendance directe, avec en toile de fond les questions de succession apprend-on. Alors, on a eu le cas Kadji de Fosso, où les enfants se déchirent devant les tribunaux. On a le cas André Soin, qui sont également devant les tribunaux. Pourquoi, selon vous, les empires économiques, aujourd'hui, après le décès de leur fondateur, connaissent toujours des guerres au sein de la famille? Qu'est-ce qui cause cela? Avant ces cas que vous citez, il y a eu d'autres cas. Il y a eu le cas Sopo-Priso. Le cas Sopo-Priso également, oui. Donc, disons simplement que ça c'est connu au Cameroun. Oui. Lorsque quelqu'un de cette forme, de cette milliardaire, je sais quoi, c'est un peu normal qu'on assiste à tout ça, surtout que la plupart du temps, ces milliardaires n'ont pas plus le temps de tout répartir de leur vivant. Et vous savez aussi que dans les foyers, généralement, qui sont polygamiques, la succession, vous avez beau prendre toutes les mesures possibles, vous avez beau prévoir tout, ben, il va être toujours très difficile, encore que ce que vous laissez après vous, certains pensent
certains penseront qu'ils n'ont pas eu la part qui leur revenait, ou d'autres ont eu un peu plus. Donc vous savez, c'est des choses qui seront des humains, et puis voilà. Donc il faut s'attendre à toutes cette chose-là. Mais dans les autres pays, comme la France par exemple, ces empires parviennent à se pérenniser sur le temps. Sauf que je parlais tout à l'heure de la polygamie. Vous savez très bien qu'en France, il existe très peu de... Il y a là presque pas de polygames. Même chez nous au Cameroun, hein, c'est pas, vous avez pris des mauvais exemples, mais il y a des exemples aussi où ça a bien marché. Il y a des exemples où la succession a été bien assurée, les enfants ont pu continuer avec le patrimoine laissé par les parents. Mais ce qui est généralement à l'origine de ces situations chez nous, c'est la polygamie. Voilà, la polygamie. On n'en dira pas plus, on prend une légère transition, on se retrouve juste derrière pour la première partie des échanges. Il y a au moins une certitude, c'est que le journaliste Samuel Ouazizi est décédé en détention, si l'on s'en tient en tout cas à la communication faite par la cellule de communication du ministère de la Défense. Le journaliste aurait donc été interpellé pour pour intelligence avec les terroristes et complicité d'actes de terrorisme. Emmanuel Écoulier, je commence par vous. Reporters sans frontières est monté au créneau pour dénoncer ce cas-là et appeler également à l'ouverture d'une enquête qui permettrait de faire la lumière sur les circonstances du décès du journaliste. Qu'est-ce qu'on sait exactement de cela aujourd'hui, en faisant bien évidemment fi de la communication gouvernementale? Qu'est-ce qu'on sait des circonstances du décès du journaliste Samuel Eboué Adjeka? Disons simplement qu'on ne sait rien. Disons que vous avez si bien fait de dire que le journaliste est décédé, ça au moins c'est une confirmation, c'est confirmé de toutes les parties. Les autorités camerounaises l'ont très bien confirmé, la famille n'a pas vu Ouazizi depuis un certain nombre de temps, donc preuve qu'il est bien décédé. Je crois qu'à ce niveau-là, tout le monde est unanime. Maintenant, dans quelles circonstances, souvenez-vous que le Reporters sans frontières avait bien avant déjà tiré la sonnette d'alarme. Souvenez-vous que le dernier procès de Ouazizi s'est tenu le 28 mai à Boya. Et bien avant ce procès-là, le Reporters sans frontières avait fait un communiqué où on demandait aux autorités camerounaises de donner tout au moins un signe de vie de ce journaliste. Alors, le 28 mai, l'armée dit qu'il est décédé le 17 août. Janvier. Alors, je parle bien du 28 mai 2020. 2020, oui. Alors, c'était la date du dernier procès, parce que je crois aujourd'hui encore se tient le dernier procès où les juges constateront en effet le décès de Samuel Ouazizi et on mettra fin par la suite à ce procès. Je crois qu'on aurait dû le faire il y a très longtemps. Sauf qu'entre-temps, je ne sais pas pour quelle raison, on a continué à garder le mystère. Samuel Ouazizi, d'après ce qu'on dit les autorités, d'après ce que nous aussi nous savons, parce que nous avons pris le soin de vérifier cela au lieu, est bien décédé le 17 août. Oui. Voilà. Et lorsqu'il est décédé le 17 août, d'ailleurs, parmi ces autorités-là aujourd'hui, certaines sont étonnées que ce n'est que maintenant que ce décès est annoncé. Pourtant, certaines de ces autorités avaient bien pris des mesures pour que la famille soit alertée ou pour que les avocats et tout ce qui est tourné autour du procès soient bien alertés. Sauf qu'en date du 28, date du dernier procès, mai, l'ONG Reporters sans frontières avait déjà sorti un communiqué le 26 mai pour dire aux gens, mais attention, il y a un procès qui va se tenir le 28. Sauf qu'on n'a toujours pas vu le concernant, le mis en cause en question. Est-ce qu'il n'y avait pas de problème? Est-ce qu'il était vivant? On s'était posé pas mal de questions, sauf qu'à ce moment-là, il n'y a eu aucune réponse. Alors il a fallu que quelques jours après qu'une chaîne de télé l'annonce de manière officielle pour que cette situation puisse embraser le pays. Nous sommes un tout petit peu dubitatifs et on reste très prudent et on suit la situation de très près. Parce qu'il y a quand même des questions. Le problème, c'est pas qu'il soit mort ou qu'il ne soit pas mort. Le problème, c'est est-ce qu'il a bénéficié en mourant de toutes les conditions, de tout ce qui accompagne des personnes qui doivent accompagner les personnes dans ce genre de circonstances. Est-ce qu'il a eu droit à un procès équitable? Est-ce que les raisons pour lesquelles il a été arrêté sont des raisons normales, fondées? Est-ce qu'il est mort d'une sepsie ou septicémie sévère?
C'est toutes ces questions-là auxquelles, je crois, l'enquête qui a été prescrite par le chef de l'État devrait répondre. Alors, Jean-Baptiste Atemengue, toutes ces questions qui ressurgissent malgré ce communiqué de l'armée qui a présenté les circonstances de son décès de suite de maladie, on se pose des questions. Son avocat Emmanuel Keya est monté au créneau pour dire eh bien, qu'il n'a pas eu le droit de voir ne serait-ce que son client, il n'a pas eu droit à l'accès à son client. Pourquoi son corps n'a-t-il pas été... pourquoi son corps a-t-il passé un peu plus de 10 mois à la morgue? C'est autant d'interrogations qui permettent, ma foi, de susciter la polémique autour de cette affaire. Est-ce que vous voyez cela de cet angle-là? Je pense que là, nous spéculons, nous n'avons pas tous les éléments, c'est pour ça que les enquêtes sont nécessaires. Il est tout à fait normal qu'on sache exactement dans quelles circonstances le journaliste en question est décédé. Est-ce que les motifs de son arrestation étaient valables? Bon, ça encore, je crois que ça relève d'une situation qu'on connaît très bien. Il est possible, il y a probablement beaucoup d'éléments dans tous les milieux, y compris dans la presse, qui ont probablement des sympathies avec les terroristes du nord-ouest et du sud-ouest qui ont attaqué l'État camerounais et les populations. Donc si l'armée qui paye le prix lourd et qui est là de façon républicaine pour sauvegarder l'intégrité de ce territoire soupçonne un individu camerounais ou étranger, c'est normal que cette armée l'interpelle et vérifie le rôle qu'il pourrait jouer dans cette crise. L'armée a été claire sur les circonstances. Là, je vous relance. L'armée a été claire sur les circonstances de son décès. Il est décédé de suite de maladie. Il était placé dans une formation sanitaire. Il a finalement rendu l'âme. Mais le chef de l'État demande quand même l'ouverture d'une enquête. Oui, est-ce que ce n'est pas un peu jeter l'opprobre sur la version de l'armée quand on sait que cette armée camerounaise a souvent pris des positions au sujet des cas des enfants dans l'extrême nord, mais aussi dans le cas du massacre de Garbou? Est-ce que le chef de l'État ne jette pas le discrédit sur la communication de l'armée? Non, c'est pas ça. Le chef de l'État veut une transparence, puisqu'il y a soupçon justement sur le communiqué de l'armée. L'armée camerounaise, c'est une armée loyale, républicaine, qui fait exactement ce que les autorités qui commandent cette armée demandent et est bien formée au respect des droits de l'homme. Oui. Quand il y a effectivement des soupçons de bavure, il est normal qu'il y ait une enquête et qu'on établisse les conditions et les faits sans aucune entrave, parce que l'armée peut produire son rapport, mais c'est un rapport interne. Mais en tout état de cause, ce qui doit être privilégié, c'est l'intégrité de l'État, l'unité nationale, et le travail que l'armée fait est vital, parce que c'est cette armée qui sauvegarde nos droits et nos libertés. Sans cette armée, nous ne serions pas libres, nous serions dans un État sauvage. C'est cette armée qui fait la fondation même de notre République. Donc, s'il y a des bavures au sein de cette armée, il est normal qu'on fasse des recherches, mais en tout état de cause, il faut attendre, à mon avis, les résultats de ces enquêtes pour déterminer exactement ce qui s'est passé. Mais moi, j'ai une opinion très positive et j'ai un préjugé très favorable pour mon armée, parce que l'armée nationale, c'est l'armée du peuple. Il est hors de question qu'on mette dans mon esprit un quelconque doute que ça vienne de n'importe quelle officine, puisqu'on sait que quand on a enterré il y a 2 jours un élu démocratique, quelqu'un qui a été élu démocratiquement à 34 ans, que ces terroristes ont assassiné, je n'ai vu aucune ONG, aucune officine dire que voilà la démocratie, les libertés qu'on est en train d'assassiner à Limbé. Et c'est là où il y a une injustice totale. Dès qu'il y a un moindre soupçon sur les activités de l'armée, tout le monde se lève de façon à ce que ce sont ceux qui se lèvent là qui sont, à mon avis, qu'on peut soupçonner d'anti-libertaires, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas de démocratie et de liberté dans ce pays. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une armée républicaine, quand elle agit pour sauvegarder l'intégrité territoriale, l'armée qui sauvegarde les libertés contre une secte comme Boko Haram,
on ferme les yeux, mais dès qu'il y a soupçon d'une bavure, toute la communauté internationale, même pas toute la communauté, certaines officines se lèvent pour essayer de jeter un discrédit sur cette armée. C'est ce soupçon qui est, à mon avis, inquiétant. Mais ça n'empêche, il faut qu'il y ait des enquêtes en toute transparence. S'il y a bavure, on le saura, il y aura des sanctions. Mais le rôle de l'armée n'est pas, l'armée camerounaise n'a jamais été d'aller à l'encontre des droits de l'homme, d'éviter que la presse, vous travaillez tous les jours ici. Je ne crois pas que vous ayez croisé un jour un militaire dans vos exercices comme de journaliste, dans votre travail de journaliste, que ce soit dans la presse écrite ou ailleurs, vous travaillez en toute liberté sans croiser l'armée quelque part. Merci. Mais là, l'armée est en guerre contre un ensemble de terroristes. S'il y a des soupçons ou une implication de qui que ce soit, il est normal que cette personne soit neutralisée par l'armée, parce que c'est l'armée qui est au front contre ces Angelo Touli, quelle est votre analyse de la communication de l'armée sur ces cas de bavure, notamment que relevait Jean-Baptiste Atemengue? J'ai pris deux exemples dans le passé, notamment celui des bavures dans la région de l'extrême nord, où on voyait dans une vidéo des forces, des éléments de l'armée abattre froidement des femmes et des enfants pourtant innocents. La responsabilité de l'armée avait été bien évidemment présentée dans le cadre d'une enquête qui avait été recommandée par le chef de l'État. Il y a eu le cas du massacre de Ngarbou. Une fois de plus, l'armée s'était un peu positionnée s'était un peu mise dans une position défensive. Est-ce que effectivement cette communication-là ne peut pas jeter le discrédit sur ce que l'armée dit, entre ce que l'armée dit et ce qui se passe réellement sur le terrain, selon vous? Cédric, le débat auquel je suis venu participer aujourd'hui, ce n'est pas un débat sur l'armée. J'ai relu la Constitution du Cameroun. Je vais vous lire ce petit article-là. Ce n'est pas un article, c'est le préambule. Toute personne a droit à la vie et l'intégrité physique et morale. Elle doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. En aucun cas, elle ne peut être soumise à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. C'est le préambule de la Constitution du Cameroun. Ça dit tout. Ça dit que cette personne soit soupçonnée ou non de collusion avec les sécessionnistes qui sont des Camerounais, il faut le dire, de par le respect du préambule de notre Constitution, elle ne va pas être traitée de manière inhumaine. Vous avez cité les cas de Gabo avec d'autres cas que nous avons vécu. Soupçonnons les Camerounais d'être en complicité avec soit Boko Haram, soit X, soit Y. Je pense que nous sommes dans un état de droit. Et le problème du journaliste Ouazizi est un problème que nous avons longtemps subi au Cameroun. Les faits vous ont été rappelés ici. Il est décédé suite. Le communiqué nous a dit le motif du décès. Mais en réalité, nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe dans nos commissariats, dans nos gendarmeries, dans nos postes de police. Nous savons suffisamment comment les enquêtes sont menées. Nous savons probablement que la torture passe toujours. Mais le problème que nous posons aussi est un problème d'état de droit. Vous doutez qu'il soit décédé de maladie? Pour qu'on soit clair là-dessus. Vous avez pris certains exemples ici, là. Et c'est des exemples de Gabo, c'est des exemples de Boko Haram. Mais il y a certaines enquêtes, certaines parties qui vous annoncent qu'elles ont eu l'opportunité de voir le corps. Et au regard de ce corps, on constate que la torture est passée par là. Et nous savons ce qui se passe au Cameroun. Le débat n'est pas incriminer l'armée. L'armée fait son rôle qui est régalien, elle est républicaine. Mais dans l'exercice de ses fonctions, il y a des bavures qui se passent. C'est comme la police. Mais il faudrait que ceux-là qui commettent ces actes sachent pertinemment qu'ils seront punis. Généralement, les actes sont commis pour essayer de protéger le régime. En pensant que peut-être les opposants, peut-être d'autres qui ont une opinion différente, sont, je ne sais pas comment on va les traiter, mais non. C'est un problème de droits de l'homme. L'armée s'est comportée comme elle s'est comportée
on nous a appris que le président de la République a annoncé une enquête. Et regardez même dans quel couloir on nous apprend ça, à travers un ambassadeur d'un État étranger. Est-ce qu'il n'y a pas un porte-parole du président de la République puisse nous dire voilà ce que le président de la République a pris comme décision? On nous l'apprend et beaucoup de personnes avaient déjà appelé aux enquêtes pour qu'on essaye de voir de manière claire ce qui s'est passé. Arrivé au sortir de cette enquête, on sait ce qui va se passer. On va punir une ou deux personnes, un ou deux boucs émissaires. Mais au fond, est-ce que les habitudes vont changer? Est-ce que l'administration, est-ce que les agents publics vont se comporter comme s'ils étaient véritablement dans un état de droit? Je vais vous prendre l'exemple qu'on voit. Imaginez-vous, M. Ouazizi soit soupçonné d'être en collusion avec les sécessionnistes. Nous avons vécu à Yaoundé une scène où un candidat à une élection législative a été torturé pendant longtemps, en plein jour du scrutin à Yaoundé. C'était pas il y a 10 ans, c'est en 2020. Et les policiers qui se sont donnés à cette torture, mais quand on les regardait, on se posait la question de savoir s'ils savent qu'il y a un minimum de droits de l'homme et qu'ils savent que l'être humain doit être respecté, quelles que soient ses opinions, et que cela est inscrit dans la Constitution. On vit dans ce pays, moi je peux parler, je peux témoigner. Quand je parle de ce candidat, il parle de moi. On m'a menotté, on m'a accroché à un barreau pendant au moins 15 minutes. J'ai crié, dansé à l'enceinte de ce commissariat comme un animal. Imaginez-vous, entre guillemets, quelqu'un de, on peut dire respectable comme moi, soit torturé de la sorte. L'autre qu'on soupçonne alors de collusion avec les sécessionnistes. Vous avez compris, monsieur Atemengue ici, qui appelle le fait qu'il y ait des Camerounais qui se lèvent, qui veulent plus de liberté, qui aujourd'hui veulent même la sécession parce qu'ils se sont rendus que le Cameroun n'essaie pas de travailler. Et puis mettre la pression d'une certaine manière, mais qu'on puisse les traiter d'une manière inhumaine. Il dit, c'est ça le fond du problème. Voilà, merci. Emmanuel Ekouli, le syndicat national des journalistes semble ne pas être complètement d'accord avec la version du ministère de la Défense et demande l'ouverture d'une enquête nationale pour faire la lumière sur ce décès. Mais il faut noter également que la presse est un peu divisée sur cette affaire. Il y a des titres de journaux qui ont plutôt plaidé pour le fait que Samuel Ouazizi n'était pas du tout un journaliste, mais bel et bien un terroriste. Vous êtes journaliste, directeur de publication, je l'ai dit. Comment appréciez-vous le discours de la presse au lendemain de l'annonce du décès d'un confrère? Je crois qu'il faut bien étiqueter cette presse, il faut bien dire une certaine presse. Vous savez, une presse sérieuse dans un pays ne peut pas prendre ce genre de position. Je crois qu'il y a une presse carnivore au Cameroun qu'on doit tout faire pour éradiquer, pour nettoyer, pour l'enlever de la presse, du milieu de la presse camerounaise. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus camerounais souvent que d'autres, qui pensent s'arroger le devoir de parler au nom du Cameroun. Et lorsque vous n'avez pas leur point de vue, ils vous taxent de tous les mots d'oiseau. C'est-à-dire que moi je pense que c'est un peu ahurissant. Je crois que l'autre panéliste a dit tout à l'heure, admettons même que Samuel Ouazizi n'a pas été journaliste, admettons même qu'il a été sécessionniste. Alors quand si un journaliste peut se lever et dire que alors on a dû le tuer parce qu'il était terroriste, est-ce qu'on doit tuer un terroriste? Surtout lorsqu'on l'a arrêté, lorsqu'on a pu l'arrêter vivant. S'il est mort au cours d'une altercation, les forces de défense sont en train de, sont sur une piste, et qu'en face il y a eu des réactions, vous savez qu'il est même interdit de tuer quelqu'un lorsqu'il a levé les mains. Et que vous êtes en face, vous avez votre arme, il est aussi armé, mais si vous allez vers lui et que lui lève les mains et que vous le tuez, à ce moment-là, vous commettez un crime de guerre. C'est strictement interdit. Et puis il y a des lois qui encadrent tout ça. Alors moi, quand un journaliste, moi je suis pas, je n'ai même pas besoin de savoir. Moi c'est pour ça, je n'ai même pas besoin de savoir si Ouazizi était journaliste ou pas. Moi je ne vais pas sur ce terrain. Je me reste simplement sur le fait que Samuel Ouazizi a été un Camerounais, un être humain, et on peut ajouter des surcroîts journalistes. Ça veut dire qu'au moins pour ça, on devrait le traiter avec beaucoup d'attention, parce que sachant très bien ce qui pourrait en découler après lorsque un tel cas pourrait arriver. Et tout à l'heure, M. Atemengue disait que l'armée est républicaine. Je suis d'accord, l'armée est républicaine. Sauf que on ne peut pas mettre l'armée et les terroristes entre guillemets sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que lorsque les terroristes commettent des bavures, ah mais c'est des terroristes, c'est des bandits. C'est-à-dire d'ailleurs on ne les connaît même pas. Mais l'armée, lui-même l'a dit, est républicaine, est entourée par un certain nombre de lois. Un carnivore, l'armée
est républicaine, on va dire. Alors si l'armée est républicaine, est-ce que l'armée doit se comporter comme des vulgaires bandits? Oui, mais ce qu'il dénonce, c'est le fait que les dénonciations, à chaque fois qu'il y a une bavure, viennent un peu de partout pour accabler l'armée de tous les mots. C'est pour ça que je te dis. Alors que lorsque les crimes sont commis par les séparatistes, il n'y a pas ce même engouement. Je pense que on dit la même chose. C'est-à-dire que alors, si vous avez un fou, un malade mental dans votre environnement qui vous voit en route, qui vient de vous gifler, alors lorsque vous l'amenez, moi j'ai eu des cas, j'ai assisté à des cas où vous voyez un malade mental en route qui s'attaque à vous, et après on vous demande plutôt de fuir parce que c'est un malade mental, il va vous blesser. Fuyez plutôt, que cet homme n'est pas normal. C'est comme ça que l'armée devrait se comporter. Lorsqu'il y a des terroristes en face, alors lorsque l'armée ne doit pas forcément tuer ces gens sous le prétexte que c'est des terroristes, ou bien l'armée ne doit pas se comporter exactement comme ces gens, utiliser les mêmes méthodes. Sinon, après, qui est terroriste, qui n'est plus? L'armée aussi pourrait aussi être taxée terroriste. Je pense que l'armée est républicaine, comme il a bien dit. L'armée est formée. L'armée est surtout outillée au droit de l'homme. Donc, les conditions, les traitements inhumains ne devraient pas exister au sein de l'armée. Alors, le communiqué du ministère de la Défense dénonce un nouvel épisode de diabolisation des éléments de l'armée par un certain nombre de médias. Comment est-ce que vous analysez, vous, cette posture? Vous savez, c'est trop facile. Ça, on est Camerounais, on se comprend. C'est-à-dire que, vous savez, au Cameroun, c'est trop facile de dire qu'on tel est diable. Moi, je fais souvent rire. Moi, j'ai été en face d'un fonctionnaire au ministère de la Communication un jour qui disait que, qui me prenait à partir pour dire que mon journal est un journal de l'opposition. Et j'ai ri. Mais non, c'est des gens qui travaillent pour la déstabilisation du Cameroun. Alors, je veux simplement dire que vous qui êtes journaliste, je crois que vous avez la même formation que moi. Alors, vous m'appelez journaliste anti-patriote. Vous appelez d'autres journalistes patriotes, mais vous vous trompez. Je pense qu'on n'a pas fait les mêmes écoles. Parce que ce métier-là, à la base, est un métier patriote. Alors, vous avez un monsieur qui dénonce l'État. Un monsieur qui dit pas de justice, un monsieur qui informe, alors c'est pas un patriote. Pourquoi pensez-vous qu'il doit être patriote parce qu'il a dit que tel régime est bon? Est-ce qu'un journaliste est la solide d'un régime? J'en doute. Maintenant, c'est pas, moi la question n'est pas à ce niveau. Dire facilement qu'il y a une certaine presse qui veut déstabiliser l'armée. Moi, j'ai dit le CELCOM du MINEF, le directeur de la division, le chef de la communication hier, a dû organiser un festin dans ses bureaux. Hier, il appelait certaine presse et il demandait à cette presse-là pourquoi est-ce que vous le saquez. Il essayait d'atténuer, mais est-ce que c'est ça le rôle d'un dirigeant? Moi, je me pose bien la question. Après, il dira après que l'autre presse, il n'a pas confié tout le monde. Il a confié ceux qui l'estimaient le vilipender ou bien ceux qui l'estimaient avoir droit à cette information et d'autres n'ont pas droit. Vous voyez comment la presse est traitée. Après, vous allez après du moment se plaindre donc, des désastres ou de ce que cette presse-là dit. Voilà. Alors, Jean-Baptiste Atemengue, je vais vous poser une question un peu osée. Le journal de Guardian Post a annoncé hier qu'un autre journaliste était également sans nouvelles, en détention depuis quelques mois. Quand on fait un retour en arrière, on a les cas Mancho Bibixi, Mimi Mefo et aujourd'hui Samuel Ouazizi. Est-ce qu'il y a un traitement particulier pour ces journalistes qui abordent la question de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest? La question sur le débat, en tout cas dans ce débat concernant la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est une question vitale pour notre nation. Mais on a l'impression effectivement que tous les acteurs et certains journalistes ne prennent pas conscience. Ce n'est pas un débat politicien. Et rares sont les États où il y a des débats sur l'action républicaine de l'armée. Ce n'est pas aux journalistes patriotes. J'insiste, je suis d'accord qu'il faut une liberté d'expression. On peut critiquer le gouvernement, l'action du gouvernement, mais l'armée est quelque chose de très sensible. C'est l'armée qui nous protège tous. Dès lors que des compatriotes s'attaquent à l'armée, ils veulent déstructurer et déconstruire l'État. Je pense qu'il y a un minimum de niveau de responsabilité sociale qu'un journaliste doit avoir et que tous les acteurs sociaux doivent avoir. Nous pouvons mener des débats tous les jours, on détourne l'argent, on fait ceci, on est d'accord, on veut parfaire notre État, on est d'accord. Mais il y a des points, des débats sur lesquels on est dans la déconstruction de l'État, l'État qui est censé nous protéger. Vous ne pouvez pas revendiquer un État de droit en déconstruisant cet État. Est-ce que les gens savent ce que c'est qu'une armée dans une nation et qu'une armée dans un État? Mais moi, je trouve qu'il y a un certain débat qui relève d'une irresponsabilité de certains acteurs, y compris de certains de vos confrères journalistes. Je pense que
personne ne peut justifier, ne peut accepter l'atteinte des droits de l'homme d'un journaliste, quel que soit le régime. J'ai entendu tout à l'heure que peut-être que ces gens s'attaquent au régime. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'un journaliste qui traite de telle ou telle question impertinente remettrait en cause, comment il remettrait en cause le pouvoir de mon parti RDPC, pour lequel je milite? Je ne vois pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Et ce qui se fait, c'est à l'armée qu'on s'attaque. Point. Ce n'est pas au RDPC. Moi, je ne vois pas en quoi ce que un élément de l'armée, une bavure de l'armée peut faire un lien avec la politique du renouveau, la politique de mon parti, la vision de mon parti, les rapports que j'essaie d'entreprendre avec les populations. Ça n'a aucun rapport. Moi, je ne me sens pas directement concerné en dehors du fait que je suis citoyen. S'il y a violation des droits de l'homme, je serai totalement opposé. Parce que ça peut s'appliquer à moi-même, ça peut s'appliquer à tout le monde. Mais s'il y a violation d'une liberté, de la liberté, non, peu importe, je suis citoyen. En tant que citoyen, le chef de l'État est président du Rassemblement. C'est justement ce préjugé, c'est ce préjugé qui fausse le débat. Parce que les gens ramènent le débat sur l'armée comme si c'était un débat politicien. Moi, je n'ai jamais vu un pays où on ramène l'armée dans la politique. L'armée, c'est le socle de l'État qui nous protège tous. Il faut s'interdire, même quand on est responsable, que ce soit dans les médias ou dans la communication, ou quelle que soit la responsabilité sociale, de ramener l'armée dans le débat politique. Si un élément de l'armée commet une bavure, il y a des mesures. Mais de là à jouer le jeu des gens qui veulent détruire, des lobbies étrangers qui veulent déstabiliser le Cameroun, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je pense que nos compatriotes qui nous écoutent sur ces questions tous les jours peuvent se laisser tromper et penser que la notion d'État, c'est nous qui l'inventons au Cameroun. Un État, c'est quelque chose qui existe avant le Cameroun. Et un État a des codes. Et il n'y a pas d'État qui ne s'adosse, une nation s'adosse sur l'armée. Donc, si nous voulons même construire un État de droit, nous devons sortir notre armée de ces débats politiques. Et vouloir ramener, parce que des officines veulent déstabiliser le Cameroun. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Vouloir ramener les débats sur une éventuelle bavure de l'armée dans la politique politicienne, comme quoi ça concerne le régime. Mais non, ça c'est que vous voulez détruire l'État. Maintenant, s'il y a des bavures, nous voulons construire un État de droit, nous gérons cela sans exposer notre armée aux yeux du monde. Sans exposer notre armée aux yeux du monde. Je pense que la démocratie, les droits de l'homme, le respect, nous le faisons pour nous-mêmes. Donc aucun Camerounais ne doit accepter qu'un élément de notre armée commette une bavure ou porte atteinte aux droits de quelqu'un. Tout comme nous devons être unis. Et cette unité, je la cherche avec les yeux. Les gens sont unis pour dénoncer une bavure de l'armée, mais je ne vois pas cette unité pour dénoncer des terroristes qui s'attaquent à l'État du Cameroun. Merci. J'ai même l'impression que les gens font de ce terrorisme une action politique normale. C'est ce que j'ai entendu ici tout à l'heure. Est-ce que la sécession d'un Nord-Ouest et Sud-Ouest doit être forcément sanguinaire pour que ce soit une action politique normale? Elle doit tuer les gens? D'accord, merci. Alors, Angelo Toli. Monsieur Diongo, quand j'écoute Monsieur Atemengue, je reste très surpris. Personne n'a abordé la question sous l'angle de la politique politicienne. Sur l'angle je veux dire simplement, hein, quand j'aborde mon premier jet à ce niveau, je ne m'adresse pas à l'armée. Mais vous vous adressez à l'armée? Je ne m'adresse aucunement à l'armée. Nous sommes en plein débat sur l'armée. Monsieur Atemengue. Vous vous attaquez à l'armée. Monsieur Atemengue. Vous ne pouvue pas le nier. Qu'il y ait bavure. Faisons un parallèle simple. Actuellement, le monde entier pleure face à une bavure. Il y a aux États-Unis George Floyd qui est mort. George Floyd. Suite à une bavure. Bavure policière. Ok. Le débat, au-delà de George Floyd qui était probablement un ancien malfrat, le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est sur le problème de certaines libertés, de certaines stigmatisations, de l'injustice sociale. C'est le prétexte pour entrer dans l'injustice sociale qui a créé l'injustice raciale aux États-Unis. C'est un prétexte. Aujourd'hui, le cas du journaliste Samuel Ouazizi est un prétexte pour poser le problème du droit de l'homme. Je vous ai lu ici, toute personne doit être traitée en toutes circonstances avec humanité. C'est notre constitution. Est-ce que nous avons dit sauf le cas où il serait soupçonné d'être terroriste?
Si on dit qu'un Camerounais a été torturé, a été traité de manière cruelle, inhumaine, pour dire qu'il a été torturé, ça c'est déjà une affirmation gratuite. Monsieur Atemengue, c'est une affirmation nous gratuite. sommes tous Attendez les Camerounais. résultats de l'enquête. Si vous menez une petite enquête, vous allez vous rendre compte que les libertés dont Moi, on je ne parle, suis pas enquêteur. les libertés dont Attendez on parle l'enquête. sont froissées dans ce pays à chaque reprise. Et c'est souvent l'occasion de poser même notre contrat social sur la table. Est-ce que ce qu'on a écrit dans notre constitution, on doit la respecter? On doit les respecter, tout ce qui a été écrit dedans. C'est ça le vrai problème. Parce que, in fine, il y aura une enquête, il y aura un résultat, il y aura un ou deux boucs émissaires, mais on va reprendre les mêmes habitudes. Le problème perdure. Le problème va perdurer. Et c'est ça le problème. Il faut qu'on règle le problème véritablement. On prenne ce prétexte, le prétexte de M. Ouazizi, pour essayer de poser les cas de Mimi Mefo et autres journalistes qui sont embastillés pour une ou deux raisons, pour leur opinion et pour autres. C'est de ça qu'il est question. Il faudrait qu'on respecte les opinions contraires dans ce pays-ci. Il ne faudrait pas que chaque fois que quelqu'un a un point de vue contraire, qu'on essaie de jeter l'opprobre sur ces personnes. Voilà, M. Atemengue. Parce qu'on dit qu'il y a un problème de droits de l'homme, qu'il y a un problème de liberté, et il vous traite d'être en complicité avec ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun. C'est toujours ce problème de déstabilisation C'est une du réalité. qu'ils mettent au devant de la scène. Et je pense que Toujours à vouloir jeter l'opprobre sur les autres. Non, c'est pas vrai. C'est une Il est réalité. possible qu'on s'asseye et que notre problème de l'état du droit au Cameroun soit posé sur les tables. Les enquêtes auront lieu. Mais est-ce qu'au fond, ça va régler le problème des libertés? Le problème des libertés d'expression, les libertés de la presse et autres, les libertés même de prise de position de certains opposants. Est-ce que ce problème seront réglés? Alors, merci. Emmanuel Ekouli, je me tourne vers vous. Vous êtes journaliste. On pose donc le problème de la liberté d'expression au Cameroun en prenant le cas de ces cas que j'ai cités plus récemment, qui ont été interpellés, placés en détention provisoire pour certains, et d'autres qui encore se trouvent même emprisonnés jusqu'à ce jour. On remet en tout cas sur la table du débat la question de la liberté d'expression, la liberté de la presse. La presse jouit-elle encore pleinement de cette liberté au Cameroun? Vous savez, il y a des choses... Je pose la question aux journalistes. Il y a des choses qu'on peut résoudre de manière facile. Mais lorsqu'on veut compliquer, ça devient aussi compliqué. Vous voyez, première des choses qu'on doit s'accorder sur ce plateau, c'est que les éléments de l'armée ne sont pas au-dessus des lois. Les éléments de l'armée sont des Camerounais qui doivent respecter la Constitution, qui doivent être couverts eux-mêmes par la Constitution. Donc il n'y a aucun élément, sur aucun prétexte, qui penserait qu'il est au-dessus de notre Camerounais. Quand on s'accorde là-dessus, ça veut donc dire qu'il faut tout faire pour traiter les Camerounais, pour mettre les Camerounais à la même loge, à la même enseigne. Tant qu'on ne sera jamais traité à la même enseigne, à la même loge, ça ne marchera jamais dans ce pays. L'autre chose, il faut qu'on arrête de penser que les autres veulent déstabiliser au Cameroun et il y a d'autres qui sont trop intelligents, qui luttent contre cette déstabilisation. Moi, j'ai toujours eu. C'est trop facile. Vous savez, au Cameroun. C'est leur seul argument. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire qu'on veut déstabiliser. Vous savez, une ONG comme Reporters sans frontières, vous savez dans combien de pays du monde elle travaille? Ça veut donc que l'ONG Reporters sans frontières veut déstabiliser tous les pays du monde. Lorsqu'on a fait un rapport sur un journaliste en Corée, lorsqu'on a fait un rapport sur un journaliste en France, aux États-Unis, tout récemment, parce que dans cette affaire que vous venez de citer, l'affaire George Floyd, il y a des journalistes qui ont été attaqués. L'ONG Reporters sans frontières s'est attaqué au gouvernement américain pour dire mais attention, ça commence à dégénérer aussi chez vous. Faites attention. Donc, vous voyez, là-bas, on n'a jamais dit qu'on veut déstabiliser l'État. Mais chez nous, dès qu'on fait, on dit ça, on dit on veut déstabiliser le pays. On veut déstabiliser. Moi, est-ce que on voit la déstabilisation partout? Même là-bas, on le dit. Parce qu'aux États-Unis, les antimilitaristes, quand ils écrivent contre l'armée américaine, dites-vous que ce sont des gens qui ont une certaine idéologie libertaire, anarchiste, qui ne veulent même pas d'armée au monde. Il y a des gens, des militants qui ne veulent même pas d'armée. Sauf qu'ils ne peuvent pas avoir l'État sans armée. Aux États-Unis, il y a des gens qui le disent, qui dénoncent l'action de l'armée américaine. Mais ce n'est pas pour autant qu'on supprime l'armée aux États-Unis. Ou des gens sur la terre, vous voyez tout. Il y a des gens qui pensent qu'il faut même marcher nu. Oui, justement. Cette idéologie. Donc permettez-nous. Il y a des naturistes. C'est pour ça qu'il faut marcher nu. Mais c'est pour ça qu'il faut préciser les bases idéologiques de certains débats. Quand quelqu'un engage un débat sur l'armée, il faut bien
préciser sa base idéologique. Merci, le Jean-Baptiste fait même Tamangue. de débattre Oui. de l'armée. C'est vous qui le débattez. Emmanuel sur Ekouli, l'armée. vous avez la Personne parole. ne parle de l'armée C'est ici. pas là. pour autant qu'on Mais on sait parle là. d'une bavure de l'armée. savez, On débat de quoi ici? Jean-Baptiste Tamangue, je vous en prie. Débattre de la bavure d'une armée, c'est s'attaquer à l'armée. Point. J'ai rendu visite à une communauté en France qui se faisait appeler naturiste et qui pensait qu'il fallait marcher nu. Vous avez vu les trouver tous nus. Ils sont mariés, ils marchent nus entre eux. Et puis c'est normal pour eux. N'allez pas les convaincre qu'il faut faire autre chose. C'est leur façon de penser. Mais là-bas, au moins, on les respecte, on sait que chacun a sa façon de penser. Mais chez nous aussi, que vraiment, de grâce qu'on pense, qu'on a certains jours de penser qu'il y a des gens qui peuvent penser différemment, sans mais c'est toutefois vouloir déstabiliser Ouais, stigmatiser. absolument la République. Vous savez, moi je vais vous dire, vous savez, à chaque fois, d'ailleurs, si toutes les enquêtes, moi je suis sûr d'une chose, c'est que si toutes les enquêtes qu'on ouvrait face à l'armée, en tout cas, si on pouvait ouvrir à chaque bavure de l'armée une enquête, vous verrez que l'armée sortirait toujours perdante. Vous voyez, les deux plus grandes qui ont été commanditées, l'armée les a perdues. On a cité tout à l'heure l'affaire des femmes abattues. Il y a des bavures il y en a dans toutes les armées. des milliers qu'on n'en parle jamais. Il y a tellement. Non, mais je suis d'accord avec vous. Monsieur le maire, je vous en prie. Mais est-ce que vous connaissez une armée qui n'a pas de bavure? Jean-Baptiste Qui ne commet Tamangue, pas de bavure? permettez qu'il termine, je vous Sauf donnerai la parole. Oui. Sauf que quand ça arrive ailleurs, parfois ces mêmes militaires se mettent de mal à disposition eux-mêmes de la justice, sans autre forme de procès. Mais c'est le cas ici. Mais chez nous, non, on doit aller les du tout, débusquer. du tout. On doit aller les débusquer. D'ailleurs, on fait tout pour les protéger jusqu'à ce qu'on se rende compte que non, cette affaire a atteint un niveau où on ne peut plus les couvrir pour sacrifier quelques-uns. Mais dans tout le monde entier, les militaires se protègent entre eux. Emmanuel Il faut Ekouli, des vous avez la enquêtes parole. indépendantes Terminez, pour je arriver vous en aux prie. sanctions. Dans toutes les armées au monde, c'est la même procédure. Merci, Mais merci. de poser sur la table, en union avec des officines étrangères, un débat sur l'armée, c'est s'attaquer D'accord. à l'armée. On vous a compris. Moi, On vous a vous ne compris. pouvez pas m'expliquer autrement, vous n'allez pas me réapprendre la théorie de Jean-Baptiste, l'État, on vous a ni compris. comment fonctionne On vous a l'État dans le compris. monde. Jean-Baptiste Tamangue, merci. Vous n'allez pas m'expliquer Emmanuel le Ekouli, vous contraire. avez la parole pour chuter. Non, pas pour chuter, parce que lui, il prend beaucoup de temps. Donc faut pas Allez-y, il faut parler. oui. Parce que justement, c'est ça le problème. Si chacun essaie d'arrêter l'autre, on ne s'attendra pas. On est venu pour dire à nos téléspectateurs quand même ce nombre de choses. Et puis il faut qu'ils sortent de ce débat édifié. Vous savez, moi je pense simplement que l'armée camerounaise est une armée comme toutes les autres. Elle est normale. C'est pour ça que moi je ne trouve pas d'inconvénient qu'il y ait une enquête. Moi je n'ai pas de problème à ce qu'il y ait une enquête. D'ailleurs, moi je n'ai jamais dit que Samuel Ouazi n'était pas un ambassadeur ou un terroriste. On peut être journaliste, savoir ses opinions. Ça peut être normal. Mais le seul fait, c'est quel niveau de responsabilité établit-on? Moi, je peux être journaliste et demain, vous serez peut-être surpris que je suis militant d'un parti, ou je suis militant, ou je ne suis pas, ou je suis peut-être, je soutiens une cause. C'est de mon droit. Mais sauf que quand je suis journaliste, je ne dois pas laisser On est transparaître d'accord. que On est d'accord dessus. Je suis d'accord. Voilà. Maintenant, vous Le défendez journaliste doit faire son métier. d'emblée l'armée. Non, c'est ce que chaque S'il citoyen vous plaît, normal doit s'il vous faire. plaît. Oui, là vous terminez. Chaque citoyen normal doit défendre d'emblée l'armée de son pays. Non, notre armée. Non, notre armée. Mais Ça, c'est le comportement cette d'un armée n'est citoyen pas normal. face à un pays ou à C'est-à-dire, même si cette armée commet des bavures, même si une armée commet des bavures, le citoyen normal doit d'emblée défendre l'armée. C'est ça le patriotisme. Contre lui-même. Pas contre lui-même. Il n'y a aucune armée contre nous. On ne s'écoute plus, s'il vous plaît. Il n'y a aucune armée contre nous. On ne s'écoute plus. Il n'y a aucune armée contre nous au Cameroun. Jean-Baptiste. Le faire croire, ce serait un mensonge. Jean-Baptiste Tamangue, on vous a compris. Il n'y a aucune armée contre On vous nous. a Il n'y a compris. aucune armée au monde contre Oui, son État. d'accord, on vous a compris. Alors là, c'est pour chuter vraiment parce qu'on n'a plus assez de temps. Emmanuel Ekouli, merci en tout cas. Je vais vous donner la parole par ailleurs. Au-delà de cette question, il y a le débat sur la liberté d'expression de manière générale qui se pose depuis la dernière élection présidentielle. Revenons jusque-là avec le cas des interpellations du deuxième à cette élection, Maurice Kamto et ses militants et alliés pour avoir manifesté tout simplement. Le problème de la liberté d'expression se pose. Ces libertés-là qui ont été concédées aux citoyens depuis les années 90. Quel état des lieux faites-vous? La liberté d'expression. Concédée aux La citoyens liberté par d'expression, l'État. non, la liberté d'expression n'est pas une liberté absolue. La liberté absolue n'existe pas en démocratie. Toute liberté en démocratie s'exerce dans le cadre des lois, notamment celle-là. Oui. Deuxièmement, je suis d'accord que ni l'armée, ni la police, ni aucun fonctionnaire n'est au-dessus de la loi. Et ça vaut pour le journaliste aussi. Aucun journaliste n'est au-dessus de la loi. Si un journaliste vient me braquer, il mérite la prison. Ce n'est pas parce qu'il est journaliste que ce Reporters sans frontières va venir dire après vous avez mis un journaliste en prison. Ce n'est pas si un journaliste est complice d'actes terroristes, ce n'est pas parce qu'il est journaliste qu'il ne sera pas interpellé comme terroriste. Il n'est pas au-dessus des lois. Autant l'armée, autant la police,
autant aucun fonctionnaire, tous les citoyens doivent être égaux devant la loi, y compris les journalistes. Donc on ne va pas se réfugier derrière l'étiquette de journaliste sous prétexte qu'on a des organisations de journalistes qui vont venir défendre pour dire qu'on est au-dessus de la loi. C'est cette impression qu'on peut aussi donner à un moment. Deuxièmement, la liberté de manifestation. Mais la liberté de manifestation, elle est encadrée par la loi. Oui, mais on ne se lève pas du matin. Oui, mais lorsque le parti politique de l'opposition voit. Le parti, bon, je ne veux pas parler de ce parti politique. Je ne sais même plus si c'est un parti politique encore, cela. Quelqu'un qui sort le lendemain d'une élection, il s'autoproclame. On ne doit pas l'interpeller. On devait déjà l'interpeller le lendemain de l'élection. Oui, mais est-ce que le cadre législatif demande qu'on l'interpelle? C'est une tentative de coup d'État, monsieur, en État. Dans un État de droit. On se lève le lendemain d'une élection. On s'autoproclame président, c'est une tentative de coup d'État. C'est une tentative de coup d'État. Et c'est un mépris parce qu'il faut aller en profondeur. C'est un comportement antidémocratique et c'est un mépris du peuple. C'est le mépris du peuple. Ça veut dire qu'on est dans un anarchiste et qu'on s'en fout du suffrage des gens. Moi, je suis allé voter. On n'a même pas encore compté mes bulletins. Tous les Camerounais se sont levés. Tu te lèves le lendemain, tu te proclames président de la République élu. A-t-on le droit de revendiquer une victoire? On n'a pas le droit de revendiquer une victoire qu'on n'a pas. Qu'on n'a pas eu ou qu'on a... Non, a-t-on le droit de revendiquer une victoire à une élection? Non, on n'a pas le droit, il y a des institutions, mais on est dans un état de droit. Si tu vas à une élection et tu te lèves, tu dis que tout le monde dit qu'il a gagné, qu'est-ce que ça devient? C'est ça un état de droit, c'est ça la démocratie. Le lendemain de l'élection, on n'a même pas encore eu les suffrages, tu n'as même pas de représentants dans tous les bureaux de vote, tu te lèves, tu dis que tu es... Et c'est ça la démocratie. Lorsque ce droit n'est appliqué que lorsqu'il s'agit d'une certaine partie, est-ce que vous avez vu un candidat du RDP se lever le lendemain avant la proclamation conformément à la loi et dire qu'il a été élu? Est-ce qu'on peut continuer plus calmement? Vous ne l'avez pas vu? Moi je dis, ce que M. Atemeng dit est valable aussi pour l'armée. Hein. C'est-à-dire qu'il a bien dit que ni un journaliste, moi je suis d'accord d'ailleurs, Reporters sans frontières, je dois faire cette précision, ne défend que les journalistes qui sont pris en flagrant d'exercice de leur... En situation d'exercice. Ça, c'est normal. Ce n'est que ça. Donc, ne faites pas croire à l'opinion qui nous écoute que le Reporters sans frontières défend les citoyens parce qu'ils sont journalistes. Non, on ne défend que des journalistes qui sont pris effectivement dans le cadre de l'exercice de leur métier. Mais là, pour l'instant, est-ce que nous savons les détails ni des conditions d'arrestation, ni des conditions de décès? Il faut attendre. Oui, il faut attendre ces détails. C'est fait. Là, on spécule. Donc, même les éléments de l'armée aussi ne sont pas au-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des éléments de l'armée qui pensent que... Il y a des éléments de l'armée qui vous disent que je vais vous faire, on verra ce qu'on me fait. Ça, c'est pas normal. Mais on est d'accord dessus. Il disait tout à l'heure que ça, on connaissait au Cameroun. Mais quand on est sur un plateau, ne faisons pas comme si ça n'existait pas. Ne faisons pas comme s'il n'y a que des saints dans la Jean-Baptiste, je suis d'accord que ça existe au Cameroun. Personne ne peut être d'accord avec ça. Je vous en prie. Personne ne peut être d'accord avec ça. D'accord, on vous a compris. Le Cameroun, l'ONG Reporters sans frontières, qui est une ONG internationalement reconnue, la première d'ailleurs dans ce domaine, classe au Cameroun comme 134e pays sur 180 classes. Alors vous imaginez très bien que le Cameroun, le classement... Et le Cameroun descend au bas du classement depuis 2012, le Cameroun a perdu 6 places. Oui. C'est quand même énorme. Je ne pense pas l'avenir du Cameroun par rapport à ces classements. Je pense que nous devons instaurer une démocratie respectant les droits de l'homme pour notre dignité. Le Cameroun ne vit pas en dehors du monde. Respectons les prises de parole, s'il vous plaît. Le Cameroun vit avec les Camerounais. D'accord. Nous ne faisons pas la démocratie pour faire un concours de classement. Nous faisons ça pour notre propre dignité. Je vous en prie. Alors, pas pour les classements. Alors, Angelo Toueli, vous êtes un acteur politique, vous êtes un homme politique, vous avez dénoncé une situation dont vous avez été victime lors de la dernière élection législative à laquelle vous étiez candidat. En tant qu'acteur politique, est-ce que cette liberté, vous la vivez au quotidien? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, vous en tant qu'acteur politique, que vous avez effectivement, vous jouissez de toute cette liberté qui vous permet de vous déployer un peu partout sur le territoire national et de donner vos points de vue sans courir le risque d'être interpellé ou alors d'être stigmatisé par une certaine opinion et même par les pouvoirs publics? C'est-à-dire que le débat que nous avons ici n'est pas la partie visible de l'iceberg, le cas de la mort de M. Ouazizi. C'est un problème de est-ce que le Cameroun est un état de droit? Est-ce que les droits de l'homme et les libertés publiques sont respectés au Cameroun? Il y a beaucoup d'exemples qui nous amènent à comprendre que non. Vous avez parlé des cas des partis politiques qui font des demandes de manifestations qui sont appréciées par un fonctionnaire qui décide oui ou non de leur priver de cette liberté publique.
Vous avez le cas des journalistes qui, prenant position pour une ou une autre cause, sont embastillés. Mais faux. Certains sont torturés et la mort s'ensuit. Pourtant, dans notre constitution, que nous devrions défendre, parce qu'il faudrait que M. Atemengue sache que nous ne défendons pas trop l'armée, ou les partis politiques ou les journalistes, mais nous défendons notre constitution. Nous avons convenu. Les juristes disent l'obéissance aux lois qu'on sait presque telle liberté. Et notre loi nous dit, quelle que soit la position de quelqu'un, il ne peut pas être traité cruellement, de manière dégradante, ou être tué. Mais c'est le point de vue que nous défendons dans ce pays. Et parce qu'on constate, j'ai pris mon exemple ici, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On m'a appelé au niveau de la délégation générale de la Sécurité nationale, on m'a entendu. Après, ça va. C'est pour vous dire que les frustrations, si on peut faire l'état de toutes les frustrations, de violation de liberté dans ce pays, mais on va écrire des tonnes et tonnes de livres. Mais parce que les problèmes sont là, le débat qu'on pose, c'est quelles sont les mesures qui doivent être prises. Il y aura les enquêtes, il y aura quelques boucs émissaires. Mais est-ce qu'au sein de l'armée, nos frères et sœurs qui y sont comprendront que ce n'est pas parce qu'on est en tenue, ce n'est pas parce qu'on est fonctionnaire qu'on est au-dessus de la loi. Ce n'est pas parce qu'on a ces positions-là qu'on doit opprimer, pour quelque motif que ce soit, le peuple. Parce qu'il n'est pas question de l'armée. On n'est pas face à une attaque externe. L'armée est là pour protéger nos frontières, pour protéger les Camerounais. Je sais, oui, le régime en place a souvent utilisé l'armée. En 2008, quand les Camerounais avaient faim, c'est l'armée qu'on a mis dans la rue pour venir davantage opprimer et faire peur. Nous savons que c'est un régime militaire, par ailleurs. Mais ce n'est pas le problème de l'armée. Le problème, c'est les libertés publiques, les droits de l'homme, l'état de droit. Et nous ne sommes pas dans un état de droit. On avance. Mais peut-être ce n'est pas avec ce régime qu'on nous verrons cet état-là. Voilà, merci. On n'en dira pas plus sur cette question. On prend une légère respiration et juste derrière, on posera la question de savoir quels sont les scénarios possibles de transmission du pouvoir au Cameroun. De retour sur ce plateau, Emmanuel Ekouli, je commence par vous. On parle de la question de transmission du pouvoir. Ce sujet a été classé à l'ordre du jour suite, bien évidemment, à cette sortie du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Dans une adresse diffusée sur les réseaux sociaux, Maurice Kamto veut dénoncer ce qu'il appelle une transmission du pouvoir de gré à gré, en violation des lois qui régissent bien évidemment le Cameroun. Selon vous, comment appréciez-vous cette sortie du leader du MRC? Quelle en est l'opportunité d'ailleurs? Moi, j'avoue simplement que Maurice Kamto est un vrai stratège qui, à chaque fois, réussit à se mettre au centre de la politique camerounaise. Vous savez, les gens, il y a plusieurs observateurs qui avaient annoncé sa mort lorsqu'il n'a pas été candidat aux dernières élections municipales législatives. On avait dit le MRC ne parlerait plus jamais au Cameroun. Mais je crois que le MRC réussit à captiver toute l'attention politique au Cameroun. Focalise d'ailleurs toute l'attention politique parce qu'il suffit, c'est un peu comme si c'est le MRC qui rythme la vie politique au Cameroun. D'après, vous avez vu, depuis la dernière élection présidentielle, excusez-moi, législative et municipale, où le MRC n'a pas été candidat, son leader à l'époque avait déjà organisé une tournée à l'étranger pour carrément casser l'attention qu'on essayait de mettre sur la campagne au Cameroun. Et il a si bien réussi. Il est arrivé après, il y a eu cette pandémie qui s'est installée. Il a dû créer une association Cameroun Survivor. Et il a réussi encore à cristalliser l'actualité pendant un certain nombre de temps. Et maintenant où cette actualité est en train de s'éteindre, il revient avec cette affaire de gré à gré. Et c'est là où tout le monde saute dessus. Moi, je un peu comme tout à l'heure dans l'affaire Ouazizi, vous savez, le RDPC, l'État du Cameroun pêche par quelque chose. Vous savez, la politique, c'est aussi prévoir. C'est aussi anticiper. Le cas Ouazizi, qui retient notre attention aujourd'hui, n'aurait pas été un cas si l'armée avait pris les devants, si la République, si l'État avait communiqué sur ce cas bien avant.
Vous savez, quand vous communiquez avant, qu'est-ce que les autres vont dire? Mais si vous laissez que les autres viennent découvrir, alors ces autres pourront tout dire, pourront vous accuser de tout, vous soupçonner derrière de tout. Moi, nous avons eu des informations très crédibles que nous avons eu de ce journaliste qui nous permettent aujourd'hui peut-être de prendre du recul. Mais on attend cette enquête. Oui. Mais si l'État avait peut-être mis ces choses qu'ils savent à la place publique, si tout le monde pouvait avoir eu accès, mais je crois que beaucoup de Camerounais aujourd'hui, le débat derrière n'aurait même pas lieu. Donc ce n'est pas la peine de faire comme si ils gouvernaient par embuscade. Il faut que les autres aillent découvrir pour commencer à parler. Aujourd'hui, on parle de gré. Il a fallu que Kamto dise cela pour que tous les ministres, pour que tout le monde se lève aujourd'hui pour appeler si bien aux gens, pour écrire cette page sur Facebook, je ne sais pas sur quoi encore, pour dénoncer des choses. Mais je ne comprends pas cette affaire au Cameroun. Finalement, lorsqu'on observe la choses politiques au Cameroun, on se rend bien compte qu'il y a des gens qui ont, sur la scène politique camerounaise, qui ont une longueur d'avance sur d'autres. Et il y a d'autres qui peut-être qui sont là, qui ne font que subir. Et je crois que c'est peut-être pour ça que cette partie qui subit aujourd'hui ne veut pas véritablement ouvrir le jeu politique. Parce que cette partie sait très bien que si elle ouvre le jeu politique, je crois qu'elle sera désormais classée 5e ou 10e parti politique au Cameroun et non le premier. Alors Jean-Baptiste Atemengue, est-ce que vous comprenez cette crainte de ce parti politique qui ne voudrait peut-être pas que l'on aille dans le scénario du Togo ou encore du Gabon, où il y a presque eu une succession du père au fils à la tête de l'État? Est-ce que vous comprenez ces craintes justement de ces formations politiques de l'opposition, de cette formation politique de l'opposition? Alors, si vous posez les questions telles que je les perçois, telles que je perçois la réalité, je dirais que je comprends leurs craintes. Ils veulent procéder par coup d'État et par insurrection. S'il y a une autre modalité, eux, ils sont mis de côté. Parce que le MRC, Maurice Kamto particulièrement, n'a jamais envisagé son aventure politique de façon démocratique. Le peu qu'on sait depuis 2 ans, c'est qu'il est sorti du champ démocratique. Donc, il est mal placé pour être porte-étendard ou défenseur de la souveraineté du peuple. La souveraineté du peuple s'exprime par les urnes en démocratie. Une démocratie représentative a les règles du jeu. Dès lors que tu sors de ce jeu, tu n'es pas habilité ni légitime à parler au nom du peuple. La preuve, non seulement on a évoqué tout à l'heure la tentative de coup d'État qu'il a essayé de faire le lendemain de l'élection présidentielle en 2018, mais ensuite, malgré que ces militants aient fait les dossiers pour participer au jeu démocratique en février, il s'est assis, j'ai lu ce matin d'ailleurs, on ne sait pas les motifs de son énervement, il sera allé s'entendre pour avoir une contrepartie d'1 milliard et aller en vacances en Europe. Mais je pense que contrepartie de... Ben oui, j'ai lu dans la presse ce matin qu'il y a une réunion chez le professeur Luc Sinjoun à Baham, la veille de l'élection municipale législative, et qu'en contrepartie, on lui avait proposé 1 milliard et qu'il avait reçu une avance, il est parti. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Donc c'est un allié du pouvoir. Je ne sais pas à quel jeu il joue, mais toujours est-il qu'on voit très bien que ni ça, ni avant, il n'en a rien à faire du peuple. Je vous ai dit tout à l'heure, quand le peuple s'exprime et que le lendemain, vous mettez tout ça à la poubelle pour vous autoproclamer, ça veut dire que vous n'êtes pas pour la démocratie. Gré à gré, je ne sais même pas ce qu'il met dans son mot gré à gré, parce que depuis une semaine, on en entend gré à gré. La Constitution en 82, comme aujourd'hui, est claire sur les modalités de succession. Quels que soient les cas de figure, la solution est dans la Constitution. En 82, il n'y a jamais eu de gré à gré d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il appelle gré à gré en 82. Le président Ahmad Ouaïdjo a démissionné. Il ne s'est jamais assis avec le président Paul Biya. Je crois que le premier surpris de la démission était le président Paul Biya. La Constitution prévoyait que s'il démissionne, c'est elle qui succède. Le président Paul Biya a succédé constitutionnellement. Dans les schémas du président Ahidjo, il n'y avait pas cette volonté de mettre au premier plan le président Paul Biya. Le président Ahidjo était libre de démissionner ou pas. Il a démissionné. Ça, c'est un droit. Et il ne s'est pas entendu avec son successeur s'il allait démissionner. Je n'ai jamais lu ça dans un livre d'histoire. Aucun témoin de cette succession n'a jamais écrit une telle phrase. Donc, gré à gré, c'est hors sujet pour la succession de 82. Il n'y a jamais eu de gré à gré. Il n'y a jamais eu d'entente. S'il choisit qu'il nomme au niveau à la vice-présidence et décide de se retirer, ça peut être catalogué. C'est ça qu'il appelle gré à gré. En contrat, gré à gré veut dire quoi? Nous sommes dans les contrat, non, mais ça veut dire que le mot n'est même pas bien placé.
gré à gré, ce n'est pas gré à gré. Gré, c'est d'accord parti. Deux personnes qui s'assoient et qui disent voilà, en contrepartie de ceci, je vous laisse ceci. Donc il n'y a pas eu de gré à gré en 82. Le président Amadou Ahidjo avait démissionné pour des raisons de santé. Le président Paul Biya, je n'ai jamais lu même les indiscrétions que le président Paul Biya était au courant. Et il a succédé constitutionnellement. Et depuis lors, il y a élection sous parti unique, sous plusieurs partis. Le peuple camerounais se prononce à la fin de chaque mandat. Il y aura un mandat qui s'achève en 2025. Monsieur Kamto, il sera candidat, qu'il se prépare. Mais c'est son droit, c'est son droit, c'est son droit. Il n'est atteint par aucune condition d'inéligibilité en 2025. Que le président Kamto se prépare, son parti ne peut pas présenter de candidat en 2025, ça au moins c'est sûr. Donc je ne sais même pas pourquoi il se plaint. Le MRC n'a aucun élu. Donc, sauf s'il ira être candidat d'un autre parti politique, c'est aussi son droit. Mais qu'il se prépare. Et en tout état de cause au RDPC, le président national est le candidat du RDPC. Pour l'instant, le président national, c'est Paul Biya. En cas d'élection présidentielle, c'est lui qui est le candidat. S'il y a un autre président national à la tête du RDPC en 2025, il sera candidat. Si c'est le même, il sera candidat. Mais que chacun prépare son écurie pour 2025. D'accord. Angelo Touli, comment entrevoyez-vous l'alternance politique au Cameroun? Cédric, j'ai envie de... À un moment donné, il faudra qu'il y ait bien évidemment un changement à la tête de l'État. Je disais, j'ai envie de rire quand j'entends M. Atemeng défendre l'indéfendable, parler comme si les Camerounais étaient d'une ignorance qui ne dit pas son nom. Le problème de gré à gré, il n'y aura même pas gré à gré. Ce qu'il y aura, c'est que Dieu le Créateur, le président Paul Biya, va créer son successeur. Pas de gré à gré. Il va décider seul. Ça ne sera pas un accord. Parce que, je dis, c'est pire. Ça ne sera même pas un gré à gré, ça sera pire quand on regarde ce qui se prépare. Mais il faut dire que la dénonciation du président du MRC peut être logique. N'oublions pas qu'il est ancien ministre de la Justice, ministre délégué, qu'il a fait 7 ans avec ce régime, qu'ils se connaissent bien, qu'ils ont participé à toutes ces écritures, de tous ces documents, cette constitution et tous ces livres qui sont taillés sur mesure. Ces propos sont fondés selon vous? Oui. Les anciens complices. Voilà, nous sommes ici en direct, on vient de nous faire comprendre qu'il y a eu des 1 milliard qui passaient pour quelque raison que ce soit. Je sais que nous sommes en politique, peut-être, c'est pour davantage noyer l'adversaire. Mais en réalité, quand on regarde de manière objective ce qui se passe au Cameroun, on se rend rapidement compte qu'on a un président de la République qui ne devrait pas prendre ce mandat de trop. Il ne peut pas travailler, il ne peut plus travailler. Il est un patriarche qui devait aller se reposer. Mais il l'a pris. Est-ce qu'au sein du RDPC, avec tous ces agrégés, avec toutes ces personnes ressources, il n'y a pas eu un autre Camerounais qui aurait pu être président en 2018? Qu'est-ce qui se prépare? On est obligé de se poser des questions. Et quand on maîtrise bien la manipulation qui existe au Cameroun, nous savons rapidement que il est possible, c'est facile, ils ont une majorité obèse à l'Assemblée nationale. Il est facile de lancer une révision de la Constitution parce que la représentation nationale, qui est majoritairement RDPC, va s'asseoir et convenir peut-être de limitation de mandat pour que ça fasse plaisir aux Camerounais de revenir à 5 ans. Peut-être le mode de scrutin, le modifier quelque part, créer un poste de vice-président et il faudra nommer un vice-président. Ce ne sera pas un gré à gré. Le créateur, M. Paul Biya, va nommer son vice-président. Ça, c'est un scénario qu'on ne peut pas exclure. Mais toujours est-il que nous sommes là. Et nous observons. En temps opportun, nous saurons ce qu'il y a lieu de faire. Actuellement, on n'a pas encore fait un procès d'intention. Mais il faut qu'il sache que notre génération a décidé d'accomplir sa mission. Et nous restons républicains, nous observons, on va les voir faire. Voilà, Emmanuel Ekouli, pour que ça n'arrive pas, cette succession de gré à gré qu'il dénonce, Maurice Kamto appelle à une réforme consensuelle du code électoral. Est-ce que
cette exigence, selon vous, est la base qui permettrait bien évidemment à ce qu'on ait une alternance démocratique et pacifique au Cameroun? Mais je remarque simplement d'abord que ce problème de gré à gré fait couler beaucoup d'encre. On a vu que même ceux qui ne parlaient pas depuis un bout sont sortis les gonds et ont dit des choses. Ça veut dire quand même que cette affaire peut être fondée. Sinon, pourquoi les gens s'agiteraient tant au sujet d'une affaire qui n'est pas fondée d'après eux? Alors, si elle n'est pas fondée, ignorez-la et puis avancez. Mais si vous venez faire tant de bruit pour quelqu'un d'ailleurs que vous dites ne rien représenter au Cameroun et vous semblez prendre ces propos très au sérieux au point où tous les agrégés du Cameroun sont mobilisés pour le combattre, ça pose quand même un problème. Maintenant, est-ce qu'il faudrait refonder ou alors reformuler toute la constitution du Cameroun? Je pense que c'est ce que tout le monde, tous les observateurs de la vie politique au Cameroun... Pas la constitution, le code électoral. La constitution, le code électoral, tout ça va de pair. On ne pouvait pas former la constitution si on ne reformait pas le code électoral. Tout ça, il y a l'un qui garantit l'autre. Donc, si on voudrait que tout soit transparent, je pense quand même que les Camerounais devraient pouvoir s'asseoir un jour sur une même table pour pouvoir discuter des choses qui leur concernent. On ne pouvait pas continuer à faire comme si il y a des grosses têtes qui pensent quelque part pour les autres Camerounais. Il faudrait bien intégrer toutes les parties prenantes et tous les points de vue. Et puis, si tant est que tout le monde œuvre pour la démocratie, pourquoi donc ne pas s'asseoir? Pourquoi est-ce qu'une partie devrait penser que les autres qui revendiquent trop ou revendiquent pour rien? Mais essayez quand même, si vous estimez que le jeu est équitable pour tout le monde, essayez donc de faire comme ceux-là vous disent et allez ensemble. On verra si les mêmes causes produiraient encore les mêmes effets. Moi, c'est simple. Si on dit sur ce plateau que il faudrait peut-être aller à gauche pour qu'on soit très bien vu par les spectateurs, qu'il y a d'autres qui pensent qu'il faut aller à droite, et qu'on a déjà été à droite, qu'est-ce que c'est assez possible qu'on aille à gauche pour voir si il aurait pas, s'il pense qu'étant à droite c'était la même chose, mais qu'il est possible d'aller à gauche pour voir si ce serait encore la même chose. Donc ça ne sert à rien de faire comme si il y a d'autres qui pensent simplement que le Cameroun, c'est le Cameroun, j'insiste là-dessus, et les autres sont ceux qui sont des sorciers, qui ne voulaient pas que les choses avancent. Non, le Cameroun, d'ailleurs, le président lui-même l'a si bien dit, dans ses grands moments de lucidité, avec des grands discours. Il disait que le Cameroun appartenait à tous les Camerounais. Il disait que rien ne se fera sans les Camerounais. Dans ces moments de lucidité, c'est très grand moment de lucidité. Voilà. Voilà, merci Jean-Baptiste Atemengue. Alors, est-ce que la réticence des pouvoirs publics à prendre en compte les modifications du code électoral que souhaite aujourd'hui toute l'opposition, d'ailleurs, que ce soit le PCRN, le SDF, le MRC et bien d'autres formations politiques, est-ce que cette réticence à faire ce pas ne donne pas davantage du crédit à ceux-là qui pensent bien qu'il y a une succession, voilà, je vais réutiliser le mot, de gré à gré qui se prépare à la tête de l'État? C'est contradictoire parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une succession de gré à gré donc décidée par un seul homme ou deux hommes, et qu'on parle de code électoral. Qu'il n'y ait pas le code électoral, si deux personnes peuvent décider qu'ils se succèdent, il n'y a pas élection. C'est ce que je sous-entends gré à gré. Mais si on pense qu'il y aura élection, là on pose le problème du code électoral. Et effectivement, même ce problème du code électoral m'a toujours amusé. Parce qu'en réalité, nous sortons d'une élection, d'un double scrutin là. Quel est le point précis du code électoral camerounais qui gêne, qui empêche la libre expression du peuple au Cameroun? Le point précis. Et qui sera en contradiction avec tous les principes démocratiques au monde. C'est-à-dire quel point du code électoral camerounais on ne rencontre pas partout ailleurs. Donc c'est un prétexte que certains utilisent du matin au soir pour d'abord justifier leur défaite ou leur incompétence politique, et deuxièmement pour justifier la sortie du champ démocratique. Et donc tout le monde va dire du matin au soir le code électoral, mais quand vous demandez, le Camerounais va voter, était voté en février dernier. Quel point précis, quel détail précis fait que le code électoral, qui fait que le code électoral camerounais soit antidémocratique? Quel point précis? C'est au niveau du choix des candidats, des modalités du vote. Qu'est-ce qu'on veut, hein? Il faut qu'il soit très précis, mais tous les jours, alors qu'il y a d'autres partis qui participent, et même le MRC en question a bien établi les dossiers,
Ils ont été incapables de faire des dossiers dans le tiers des circonscriptions, alors qu'ils disent qu'ils sont représentés. Quand quelqu'un dit qu'il a gagné une élection présidentielle, comme il s'est autoproclamé le lendemain, et qu'un an après, il est incapable d'avoir des candidats, je ne dis même pas seulement de gagner, d'avoir juste des candidatures dans un tiers des circonscriptions, et qu'il se retrouve honteusement la veille des élections, qu'il n'a pas ces candidatures, et qu'il laisse tomber ceux qui se sont battus pour faire les dossiers. Il vient parler de code électoral. Quel est le point précis du code électoral qui empêchait que les candidats du MRC aillent aux élections? C'est très amusant. Hein? Et les codes électoraux et le code électoral parfait, il est où? Aux États-Unis, en France, au Sénégal, ce n'est pas les mêmes codes, vous avez vu. Quel est le point précis qui empêche la libre expression du peuple au Cameroun? Pourquoi le parti au pouvoir ne veut donc pas ce consensus-là? Si tant est que ce code électoral... Ce code électoral a évolué de façon consensuelle. Oui, mais aujourd'hui, il y a encore des revendications, c'est ça le problème. Ce code a évolué de façon... Mais non, bon, c'est un prétexte. Le parti au pouvoir participe à l'élection et le peuple. Monsieur le maire, je ne vois pas en quoi est-ce que le code électoral vote. Ce sont les Camerounais qui vont voter. Ce sont les Camerounais. Parce que j'ai l'impression que vous prenez le code électoral comme un ordinateur qui transforme le vote des Camerounais. Chaque individu, chaque citoyen camerounais va voter, choisir son maire, son conseiller municipal, son député. On vient de le faire. Je ne vois pas en quoi cet acte code électoral est modifiable et les conditions de proclamation de l'histoire d'une élection. C'est ça, effectivement, le code électoral. Mais sauf que le code électoral camerounais n'est pas l'un des plus transparents au monde en matière de conditions de proclamation de l'histoire présidentielle, par exemple, non un exemple. Non, c'est vous qui le dites. Hein? Mais dites-moi comment ça se passe ailleurs. Ça se fait comment ailleurs? Le code électoral camerounais est-il capable de donner les résultats d'une élection à 20h, comme c'est le cas hier? Aucun code électoral ne donne l'élection à 20h. Non. En France, on donne une estimation. Le journal officiel français publie. Il ne change jamais. Il change. Ce sont des estimations. Il change. On a donné des estimations une fois que quelqu'un candidat avait gagné et à la fin, il avait perdu. Il gagne, mais ce n'est pas le même taux. C'est une estimation. Ce n'est qu'une estimation. Mais la proclamation des résultats se fait comme l'a prévu la Constitution française. C'est généralement pour les élections présidentielles. Il y a un délai. Pour les élections présidentielles, il y a un délai. Vous avez perdu l'élection parce qu'on n'avait pas encore compté les élections, les voix. Qui a dit ça? Franchement, quelqu'un qui a 14% en élection présidentielle peut dire que c'est le code électoral qui a fait qu'il est 14% du suffrage des Camerounais. Merci Jean-Baptiste. Angelo Toueli, le code électoral du Cameroun n'est peut-être pas le meilleur au monde, mais il est perfectible. Oui, il est perfectible, évidemment. Mais vous savez, la position du Parti camerounais pour la réconciliation nationale concernant le débat sur le code électoral, c'est qu'il n'est pas une panacée. Il n'est pas la solution universelle. Il y a tout un processus électoral qui n'est pas bon. Au-delà du code, parce qu'avec le code actuel, il est possible de renverser ce régime. Mais il faudrait que le processus électoral, d'une manière globale, qui commence par les inscriptions sur les listes électorales, soit mis en branle et que les Camerounais y participent. Si les Camerounais s'inscrivent massivement et que pendant la préparation des listes, parce que monsieur le maire Atemengue nous fait comprendre ici que c'était monsieur le professeur Maurice Kamto n'a pas été capable de faire des listes. Mais j'aimerais dire à monsieur le maire que c'était un chemin de croix pour réussir à faire des dossiers complets. Vous allez dans des localités un peu loin où les Camerounais sont indigents. On vous demande, pour avoir un document au niveau des impôts, on vous demande de payer une taxe foncière, on vous fait une évaluation de 70 000. On vous demande des montants extrêmement élevés. Pourtant, c'est écrit dans notre constitution, dans notre code électoral, qu'un certain nombre de pièces sont gratuites. On vous fait payer ce type de pièces. Du peuple sans payer vos impôts. On vous fait payer ce type de pièces. Moi qui vous dis, pour avoir l'attestation de domicile, j'ai dû m'y prendre à 3 reprises. C'est pas normal. Il faut se déplacer. Quand on n'a pas les moyens de déplacement, beaucoup abandonnent. Et c'est ce processus-là qui a entaché d'instruments de fraude. Parce qu'il y a la fraude avant. On ne vous permet pas d'avoir des dossiers. Comme vous êtes majoritairement pauvres, on dit les pauvres, vous n'avez pas le droit à animer la cité. On vous exclut en majorité. Au moment des inscriptions même, on aurait pu. Voilà les modifications qui peuvent avoir lieu dans ce code. À 18 ans. Pourquoi ceux qui de 18 ans ne participent pas? Voilà les éléments qu'on peut ajouter en plus. Ils peuvent
on peut leur participer, puisqu'ils sont déjà majeurs à cet âge-là. Ils sont déjà responsables devant la loi à cet âge-là. Pourquoi ils ne participent pas au choix de leurs élus? Voilà les éléments qu'on peut ajouter. Est-ce que ça agrandirait le nombre d'électeurs quand on sait que la population électorale est certes grande, mais le nombre de personnes qui s'inscrivent effectivement sur les listes électorales est très faible? Puis encore, ceux qui vont voter le jour J. Est-ce que ce n'est pas aussi là le problème? C'est-à-dire que c'est le processus. Est-ce que vous savez que quand vous réussissez même à être dans les bureaux de vote et avoir des PV, oui, il suffit que les PV qui ont été fabriqués en face ne coïncident pas et qu'au niveau du conseil constitutionnel, on vous dise devant les instances judiciaires que ce n'est pas votre PV qui fait foi, c'est le PV de l'ECAM qui fait foi. C'est autant de petites choses qui peuvent être modifiées. Et c'est tous ces éléments du processus électoral d'un candidat comme moi là qui est molesté. Et il n'y a pas de suite. Des situations où les résultats sont proclamés, les résultats sont fabriqués. Parce que vous n'avez pas eu des représentants dans un bureau de vote. Vous avez le président du bureau de vote qui vient de l'ECAM, qui est militant du RDPC. Vous avez le représentant de l'administration, qui est militant du RDPC. Vous avez le militant du RDPC qui est représentant du bureau de vote. Vous avez 3 militants du RDPC qui décident dans la nuit de mettre les résultats en leur faveur. C'est tout ce processus qui fait que les Camerounais sont devenus aujourd'hui résignés. Les Camerounais ne s'inscrivent même pas sur les listes électorales. Les Camerounais pensent que ça ne sert à rien. Et ça arrange ce régime. C'est pour ça qu'on peut comprendre. D'autres prennent l'angle du code électoral en pensant qu'en le modifiant, en apportant, en descendant à 18 ans, en apportant les éléments d'élection à 2 tours, en apportant, en enlevant les points comme en enlevant l'exclusivité à aller comme sur certains petits points, tous ces éléments mis ensemble permettent de rendre ce processus peut-être pas bon, décourager les gens. Mais il faut que tous ces combats soient menés. Il faut que tous ces combats soient menés. Quelle est la priorité pour le PCRN aujourd'hui pour qu'il y ait une alternance démocratique? La priorité, c'est le peuple camerounais. Si nous avons un potentiel de 14 millions d'électeurs, ils doivent se lever. Ils doivent se lever pour venir exprimer leur choix. Parce que quand ce n'est pas fait, les malins d'un côté, des malins de l'autre côté, dans leur manœuvre, vont réussir à déstabiliser ce pays-ci. Et la grande masse critique qui va rester silencieuse en croisant les bras, en se résignant, n'aura que les larmes pour pleurer. Parce qu'en réalité, quand un vote massif, un vote massif. C'est un vote massif. Oui. Il faut que les gens se lèvent massivement, s'inscrivent. Il faut que les gens aillent surveiller le vote, que les personnes se constituent volontaires. Pourquoi même pas volontaires, bénévoles, pour surveiller les votes tout près de la maison. Nous avons vu le processus lors du scrutin du 9 février. Mais il y a certaines localités où les bulletins de vote étaient dans un domicile, ils étaient en train d'être remplis calmement, l'urne était là, c'était rempli calmement. Après on fait le décompte, on organise les choses dans une mascarade qui ne dit pas son nom. C'est parce que le peuple camerounais s'est résigné. Et c'est ce peuple qu'il faut éduquer, c'est ce peuple qui doit se lever pour qu'il vienne participer véritablement au choix de son devenir. Parce qu'en réalité, quels que soient les combats qui sont menés, c'est le peuple in fine qui est au centre du débat. C'est l'homme, le Camerounais, d'une manière globale. Emmanuel Ekouli, est-ce qu'une succession de gré à gré à la tête de l'État, un consensus, un arrangement pour l'alternance qui serait peut-être en violation avec les principes démocratiques tels que le dénonce le leader d'IMRC, pourrait être une menace pour la paix? Oui, mais ce serait une véritable menace. Si on admet que ce scénario-là pourrait se réaliser au Cameroun, ça veut simplement dire qu'on finira avec le régime RDPC, on ouvrira avec un régime RDPC. C'est-à-dire que ce sera les mêmes personnes. Et ça peut se comprendre aussi, parce que tous ces barons, aujourd'hui, ces ponts du parti au pouvoir, aimeraient bien, même si ils ne parviennent plus à être au pouvoir, peut-être parce qu'il y aura une autre génération qui arrive, mais au moins que leur acquis soit conservé. Alors pour que ces acquis soient conservés, il faudrait bien que l'acquisition soit assurée par un de leurs. Sinon après on verra bien que ce serait une espèce de chasse aux sorcières qui pourrait s'ouvrir. Donc c'est tout ça qu'on veut éviter au Cameroun. Donc vous dites des guerres au sein même du RDPC et même au-delà. Et même au-delà. Je comprenne bien, oui. Et même au-delà, parce que le RDPC, je suis sûr que s'il n'y a pas cette succession de gré à gré, si elle n'est pas assurée, si elle n'est pas réalisée au sein du RDPC, même dans le RDPC, je crois que la bagarre commencera même au sein du RDPC. Parce qu'ils se mangent. Vous savez, au RDPC, il existe plein de milliardaires, il existe plein de grosses têtes qui
logiquement, pourrait espérer, chacune à son tour, pouvoir remplacer le créateur. Il existe tellement de petites créatures là-bas que si le créateur n'est plus là, toutes les petites créatures voudraient devenir aussi des créateurs. Donc je crois que le combat commencera même par le RDPC. Et c'est ce combat-là qu'on voudrait éviter maintenant. Sinon, si on prend le discours, moi je le suivais encore il y a quelques jours, le discours Chevènement lui-même, où il dit que le mot au final n'existe pas en politique. Ce serait mal pensé que de penser à un dauphin lorsqu'on est président d'un pays. Non. Il avait d'ailleurs dit que le moment venu, les Camerounais s'exprimeront à toute liberté. Je pense que c'est ce qu'il a dit à cette époque, mais aujourd'hui, il pense autre chose. Beaucoup d'eau ont coulé sous le pont et il se rend très bien compte que s'il laissait les choses se passer comme ça, d'ailleurs, c'est pour ça que je peux comprendre le gré à gré. Le gré à gré ne serait pas forcément peut-être quelqu'un du RDPC, mais le gré à gré serait peut-être quelqu'un qui conserverait les intérêts ou les avantages de ceux qui sont là maintenant. C'est ça le gré à gré. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément un militant du RDPC. On pourrait prendre n'importe qui, pourvu qu'il s'engage à respecter ou à préserver ou à conserver l'avance des autres sur l'état actuel des choses. Donc je pense que c'est ça le danger. C'est pour ça que les autres peuvent penser que si c'est ce à quoi vous voulez nous mener, on dira non. Il faut donc que les sons soient transparentes. Moi, je ne comprends pas. Dans un pays où les gens se battent, où tout le monde semble dire que il est pour la démocratie. Mais qu'est-ce qui est compliqué de faire même comme dans la Grèce antique? On pourrait dire qu'au Cameroun, voilà, puisque vous dites qu'on n'est pas un pays démocratiquement normal, alors maintenant les Camerounais peuvent voter simplement avec les cartes nationales d'identité. Il suffit simplement de prouver que je suis Camerounais, ta carte nationale d'identité, dans le centre de vote de ton quartier, tu vas voter. Simplement. On n'a pas besoin de... Et après, on fera le décompte, on verra bien. Ça permettait déjà à ceux qui le seul fait même d'ouvrir des listes électorales, et après, parfois certains se rendent compte le jour du vote qu'ils ne sont pas inscrits, alors qu'ils ont bien envie d'aller voter. Parfois certains sont séduits par la campagne d'un candidat et voudraient voter pour son compte, mais ne peuvent plus à ce moment-là aller voter parce qu'il est tard, parce que soi-disant ils n'ont pas été inscrits sur des listes électorales. Oui. Maintenant, pourquoi ne pas donner la possibilité à tous les Camerounais? Il vient de dire d'ailleurs que le Cameroun a un potentiel de 14 millions d'électeurs. Imaginez un pays où le RDPC, si je m'en tiens au chiffre de la dernière élection présidentielle, le président Biya a été élu avec combien? Même pas 2 millions de candidats. D'électeurs. Même pas 2 millions d'électeurs. Vous voyez, sur un potentiel de 14 millions, vous êtes élu avec moins de 2 millions, je crois, 1 million, 3 millions, je ne sais plus combien. Alors, vous êtes élu à ce taux-là, vous dites que vous êtes vous-même président, c'est facile de dire que l'autre a eu 14%, vous avez 60 combien de pourcents, mais entre vous deux, où est la différence? Combien de Camerounais se reconnaissent dans ce vote? C'est ça tout le problème. Permettez à tous les Camerounais d'aller voter. Simplement, moi je pense que qu'on soit d'un bord ou de l'autre, si on veut que les choses changent dans ce pays, qu'on permette à tous les Camerounais d'aller voter. Voilà, Jean-Baptiste Atemengue, votre dernier mot sur cette question. Alors, une réforme du code électoral préalable à l'organisation de toute élection, Maurice Kamto met en garde les pouvoirs publics. Il appelle les Camerounais à résister contre cela. Est-ce que ce ne serait pas une menace pour la paix, si jamais nous sommes dans les scénarios, hein, c'est pas forcément... Les Camerounais doivent résister à ces assauts contre la démocratie plutôt. C'est lui qui est une menace pour la démocratie. Les Camerounais doivent résister contre Kamto, parce qu'il est une véritable menace pour notre démocratie que nous allons défendre par tous les moyens. Moi, je crois que ça ne sert à rien de jouer à cette duplicité, à ce double jeu. Quand quelqu'un est démocrate, ça ne s'ignore pas. Ce monsieur n'est pas démocrate. Quand on est démocrate, on participe à l'élection. Pourquoi les autres partis y sont allés? Pourquoi ils ont des élus? Parce qu'ils y croient aux valeurs démocratiques. Quand tu empêches que tes propres militants, qui sont tous énervés, même s'ils ne le disent pas publiquement, aillent à une élection, ça veut dire que tu ne veux pas le jeu démocratique. Et c'est lui l'ennemi de la démocratie camerounaise, donc il faut se méfier. Mais en tant que leader de parti, il a le droit de ne pas investir de candidat. Non, c'est son droit le plus absolu. Le parti politique doit concourir. Vous n'allez pas lui retirer un parti politique. C'est-à-dire qu'il a le droit de ne pas participer à l'élection, Jean-Baptiste. Il a le droit de ne même pas être démocrate. Voilà. Ce qu'il est. Il n'est pas démocrate. C'est un antidémocrate. Il a le droit, je n'ai pas dit, on ne l'a pas forcé. C'est comme aller voter. Le Camerounais est libre d'aller voter ou de ne pas aller voter. Comme lui aussi, il a le droit d'aller, de ne pas aller à l'élection. Je n'ai pas dit le contraire. Oui. Mais ça veut dire qu'il n'est pas démocrate. Est-ce que c'est antidémocratique de s'abstenir de voter? C'est antidémocratique. L'abstention. La démocratie vise... Quel est le but de la démocratie? Le but de la démocratie, c'est de rester chez soi parce que, soi-disant, il y a un code électoral qui ne t'arrange pas. Oui, mais l'abstention, c'est aussi un principe. L'abstention, oui.
Le but de la démocratie, c'est que les gens s'abstiennent. C'est ça le but d'une démocratie. Oui, mais l'abstention. Parce que là, vous voulez me justifier. Quelqu'un décide de ne pas aller aux élections parce qu'il est impulsif. Vous me dites, il a le droit, l'abstention, c'est un droit. Je ne justifie rien du tout. Mais si, c'est ce que vous voulez faire. Non, mais c'est un monsieur. Laissez-moi avoir une opinion sur lui. Il n'est pas démocrate. J'ai cette opinion. Et beaucoup de Camerounais qui sont démocrates ont cette opinion qu'il n'est pas un démocrate. Il a agi 2-3 fois récemment et ça prouve qu'il n'est pas un démocrate. Et c'est lui le danger de la démocratie. D'accord. Camerounaise. C'est lui le danger. Dernière prise de parole. Frantz Fanon, j'aime bien cette phrase. Il disait chaque génération découvre sa mission, choisit de l'accomplir ou de la trahir. Je pense qu'il y a une génération qui n'a pas pu accomplir sa mission parce que M. Biya est resté là 38 ans aujourd'hui. Ça veut dire que la génération là qui a participé avec ce régime à oppresser le peuple camerounais n'a pas pu. Aujourd'hui, il ne faudrait pas que par d'autres manœuvres, ils essayent de déstabiliser le Cameroun. Parce que là, on est en face de ceux qui sont au pouvoir, par leurs manœuvres quotidiennes, maintenir les Camerounais dans la pauvreté et la misère, qui veulent déstabiliser le Cameroun. Les principaux responsables, ils sont le régime du RDPC. Ensuite, il y a en face d'autres qui n'ayant pas pu, et ont peut-être participé à toutes ces manœuvres, voient le caillou et essayer de déstabiliser en disant autant mieux gâter. Mais nous sommes là au milieu, on appelle les Camerounais à la réconciliation, on amène les Camerounais au centre en leur disant peuple camerounais, c'est vous la démocratie, c'est vous qui devez exprimer vos opinions. Il faudrait que vous vous leviez comme un seul homme. Les inscriptions ont en cours en ce moment, les Camerounais doivent aller dans les antennes et les Cam se faire inscrire sur les listes électorales. Parce que le code actuel exige qu'il faut être inscrit. C'est vrai qu'en 2018, nous avons vu des personnes qui étaient inscrites, mais qui n'ont pas pu voter parce que le nom n'était pas sur les listes. Donc, les Camerounais doivent s'inscrire massivement. Les Camerounais doivent, à chaque scrutin, aller voter massivement, suivre le vote et éviter les 1000 francs. Merci. Qu'on leur donne souvent. Merci. Merci Angelo Toueli. Merci à vous en tout cas, très cher monsieur Jean-Baptiste Atemengue, Emmanuel Ekouli, directeur de publication de l'hebdomadaire La Voix du Centre que vous retrouvez en kiosque tous les lundis. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Je vous donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera exactement 21h. En attendant, respectez les mesures barrières qui permettent bien évidemment de limiter la propagation du coronavirus au Cameroun. Respectez ces mesures car rien ne vaut la vie. Bonsoir.